Alors, le sujet de la dernière table ronde, c'était celui de poser la question aux chercheurs qui sont présents sur la scène, mais également sur la table, quels sont les outils en cours d'élaboration dans les laboratoires et qui vont aider les maîtres d'œuvre dans leur pratique professionnelle de terrain. Voilà. Et ce qui permet peut-être de... En fait, tout le monde doit parler à un moment donné. Voilà, quels sont, on va dire, les projets dans les cartons, quelles sont les perspectives dans les... mais en termes d'outils, on va dire, très opérationnels. Alors, un élément de réponse par rapport à une chose que j'ai évoquée très rapidement ce matin, dans le cadre des travaux de recherche du laboratoire MAP. Nous développons aussi ce que j'ai appelé, à un moment donné, des outils d'assistance à la conception, en fait, des outils qui étaient en mesure d'accompagner le processus de conception dans ses phases initiales, dans les phases exploratoires. Donc c'est un peu les deux aspects qu'on traite. On ne fait pas que voler des drones, on s'interroge aussi sur les pratiques, justement, de la conception architecturale. Et on développe actuellement un outil d'assistance à la conception en phase de pré-projet, donc vraiment en phase d'exploration conceptuelle, qui utilise donc des processus, disons comme ça, d'élaboration qu'on appelle l'algorithmie génétique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui utilise des processus biomimétiques pour optimiser des systèmes multicritères. Notamment, voilà, quand on est dans cette phase de préconception, on est en train de mettre en place un bâtiment sur une parcelle, par exemple, ça va parler à tous les architectes, et on va se poser des questions, par exemple, d'ensoleillement, d'orientation optimale, de courtoisie solaire, c'est-à-dire la manière dont ce bâtiment pourrait porter ombre ou pas au bâtiment qui l'entoure, des questions justement de compacité, des questions que l'on peut, qui sont tangibles, que l'on peut mesurer, que l'on peut compter, représenter, et on va mettre en place un système qui va générer une foule de solutions plausibles et qui va ensuite, par des principes qui finalement sont inspirés aux principes de la nature, ce qu'on appelle du biomimétisme, croiser les individus entre eux, les réévaluer et conserver peut-être ceux qui ont des performances optimales au regard des critères que l'on rentre dans le système au départ. Donc en termes de recherche, je sais qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dans ces domaines, effectivement, mais c'est des choses qui sont très complexes à formaliser et qui sont encore plus complexes à réaliser. Donc, alors on en parle, on peut travailler dessus, on a légitimité à travailler dessus parce que nous sommes pratiquement tous architectes au laboratoire, donc a priori on sait de quoi on parle, mais on se rend compte effectivement que ce sont des choses très complexes et qui n'en sont qu'à l'aube de leur maturité au jour d'aujourd'hui, en fait. Bon, je vais parler du point de vue un peu des questions de conservation, plutôt en peinture murale. Un des développements, notamment par rapport à Fiat Lux, et qui est déjà pris en compte, c'est aussi d'essayer de voir comment on peut intégrer dans un nuage de points des informations à très petite échelle, autour de l'échelle du prélèvement ou de l'analyse ponctuelle, et peut-être aussi avec une visée de diminuer un tant soit peu une campagne de prélèvement que peut faire un scientifique de la conservation pour l'analyse. Et donc, c'est-à-dire de mettre en perspective les analyses, quelques analyses ponctuelles qui vont être faites en les combinant, un peu ce que j'avais montré avec de l'imagerie scientifique, et en essayant de propager ce type d'annotation sur un nuage de points et de voir si on peut avoir des informations peut-être très basiques sur des natures de matériaux, sur des natures de matériaux plus secondaires comme des agents de dégradation comme les sels ou des choses comme ça. Donc il y a notamment cette perspective-là, et il y a aussi la perspective temps, de voir en intégrant des données anciennes et des données récentes, ce qui est souvent difficile parce que les données anciennes, ce sont souvent des relevés iconographiques ou des photographies anciennes, et de voir comment corréler certaines données, de voir une évolution d'une dégradation et avoir peut-être des explications pour certaines dégradations qui n'auront pas été vraiment résolues dans le cadre de restauration récentes ou plus anciennes. Juste une simple remarque, justement. Est-ce que la question se pose au niveau de l'attente d'un outil qui sera à disposition de la profession
Ou est-ce que, comme on a pu le constater ce matin, vous avez vu la multitude, alors des outils, il en existe, on en connaît aussi les limites, hein, l'outil clic-bouton, on n'y croit pas, donc il y a en effet la nécessité de réintroduire la pensée, la méthode et l'humain par rapport à toutes ces avancées technologiques. Et quand vous regardez les outils finalement qu'on développe pour certains projets, je ne sais pas si vous mesurez le degré de spécialisation de chacun. Vous avez Marc Pirot de Céligny, heureusement pour vous, il n'est pas rentré dans le détail de ces méthodes de calcul numérique, et ainsi de suite pour chacun. Donc est-ce nécessairement dans l'espoir d'un outil qu'il faut croire, ou est-ce plutôt dans la conscience d'une nécessité de collaboration, donc de réintroduction de l'humain à chaque étape de la réflexion? Oui, alors, Benjamin, j'ai vu. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, la question est peut-être un petit peu trop large, et j'ai repris en fait les enjeux pour un architecte maître d'œuvre. Il y a un enjeu fort qui concerne la veille sanitaire. Alors est-ce que suivant cet objectif, il y a des outils en gestation? Il y a les enjeux d'intervention, de conservation, restauration programmée. Donc, est-ce qu'il y a des outils, par exemple, je pense au nettoyage sélectif, à la consolidation? Est-ce que des outils sont en fabrication? Je reprends les enjeux, finalement, des interventions. Il y a les enjeux liés au contrôle post-intervention. Est-ce qu'il y a des outils? Il y a tous les enjeux également pour prévenir un sinistre, ou alors en réparation d'un sinistre. Alors, c'est une façon de répondre à votre question par définir des objectifs, finalement, qui restent les mêmes. Voilà. Benjamin. Quelle est la question? On est devant un édifice, on doit assurer sa conservation, d'abord faire le bilan de son état, et il y a des facettes, il y a des aspects de l'édifice qui apparemment ne posent pas problème, et des aspects de l'édifice qui posent problème. Donc, plutôt que de demander à la machine d'identifier les problèmes, c'est peut-être à l'individu de dire « voilà quelle est ma question, comment est-ce qu'on peut y répondre ?» Et peut-être qu'il peut y avoir plusieurs outils pour y répondre. Et je pense qu'à plusieurs étapes, en quelque sorte, de la question du bilan sanitaire jusqu'à l'opération d'intervention à des objectifs de conservation, de restauration, de mise en valeur ou autres, qui sont les projets d'architecture, je pense que les questions doivent être bien clairement définies. Et ça, si la question n'est pas claire, si la question n'est pas précise, je pense que la machine ne pourra pas être plus précise que la question. Donc je pense que le point de départ de tout ça, c'est vraiment la précision de la question, et ensuite, c'est la performance de l'outil pour y répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus que la question soit trop vague pour qu'il y ait un nuage d'outils qui y répondent, sans que la réponse puisse elle-même être précise. Je pense que plus la question sera précise, plus la réponse sera précise, quitte à ce qu'il y ait une mutualisation d'un certain nombre d'outils pour y répondre et qui vont se solidariser, se mutualiser pour obtenir une réponse constituée de plusieurs couleurs, plusieurs colorations. Et moi, je pense que même si c'est discutable, même si ce n'est pas scientifique, même si l'homme n'est pas une machine, ce qu'on peut évidemment regretter parce que ça manque de rationalisme, il n'empêche que je pense que la première approche, qui est l'approche de l'homme qui se pose la question, et la manière dont l'homme va définir la question, c'est le départ du processus. Et qu'ensuite, tout l'appareillage, tout l'outillage que vos énergies et vos matières grises associées peuvent apporter seront de nature à affiner en quelque sorte la réponse à la question. Et puis je pense qu'il y a une autre chose qui, de par mon expérience de maîtrise d'œuvre sur le patrimoine, j'ai appris à prendre en compte, c'est qu'il y a un paramètre qui compte énormément, c'est le paramètre du temps. C'est-à-dire on observe, on voit une évolution, on arrive à identifier une question, à cette question on demande une réponse, mais la réponse à un moment donné et la réponse 6 mois après ou 1 an après sera peut-être différente parce qu'on prendra le paramètre temps en compte, on prendra les évolutions de la température, de l'hygrométrie, on prendra en compte un certain nombre de choses et je pense que ce paramètre temps est important et qu'il faudrait arriver à le réintroduire dans la méthodologie de réponse et dans la façon dont on mettra en œuvre les différentes technologies ou outillages en quelque sorte destinés à y répondre. Et moi je crois que le facteur temps est un facteur essentiel aussi. Je voulais seulement revenir sur cet aspect-là.
Lors de notre intervention, c'était un peu en courant, mais les gros soucis que nous on trouve quand on fait des interventions sur des monuments historiques, c'est le niveau de sécurité. Je vais revenir sur ce sujet parce que quand on décide de faire une intervention en restauration, en amélioration statique, il faut se dire où on veut arriver. Ça, c'est la question. Quelle est la réponse? Nous, on a des réponses normatives qui nous donnent des niveaux de sécurité. La plupart des fois, si nous on veut respecter ces niveaux de sécurité, l'objet de notre intervention, ça va perdre sa nature. Parce qu'il faut faire des interventions trop lourdes. Et pourtant, l'objet, il est encore là. C'est-à-dire, parfois, presque toujours, avec mon collègue, quand on travaille, on se trouve toujours avec des bâtiments qui, dans l'état actuel, ils sont presque près du collapse, qui n'est pas vrai. Donc, notre hypothèse de calcul, ce n'est pas que l'objet est en train de tomber, c'est nous qui avons fait des mauvaises hypothèses. Alors, première histoire, la recherche de la bonne géométrie, la recherche des bonnes caractéristiques des matériaux. Mais après, au final, nous, on doit se positionner et dire quel niveau de sécurité on cherche. Et ça, il faut le décider ensemble. Ça, c'est un problème culturel. Parce qu'on ne peut pas nous dire comme ingénieur, on vous donne un niveau de sécurité d'impossibilité sur 5000 qui tombent, si la loi prévoit 1 sur 1 million. Mais en même temps, il faut le décider. Et ça, c'est qu'est-ce qui passe pour arriver à bon niveau, et c'est un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est de faire un monitorage. Pardon. Donc, quand on a des situations qui sont très difficiles à lire et l'analyse nous dit des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas vraies, faire un monitorage sur une période, ça permet de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de passer et donc il faut vraiment intervenir, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est stable? Et donc, notre calcul, il faut bien le raffiner, il faut bien faire des autres analyses, mais il n'y a pas un vrai problème. Je pense, nous, chaque fois qu'on intervient, on se casse la tête pour justifier pour quelle raison les bâtiments ils restent en place. Ce n'est pas vraiment justifier qu'est-ce qu'il faut faire, mais pourquoi il est là. C'est une des choses plus difficiles à dire. Et parfois, la réponse, ce n'est pas simplement un calcul ni statique, ni non linéaire, mais c'est la prise en compte parfois des éléments complètement secondaires dans sa première analyse, mais qui, quand on les met tous ensemble, ils vont donner des effets d'échelle, des effets d'ensemble, qui arrivent à faire justifier l'ouvrage lui-même. Alors, la capacité de lecture des éléments secondaires, c'est quelque chose qu'il faut... c'est une méthodologie de raisonnement, et ça, c'est l'école qui doit aussi aider, parce qu'il faut habituer les gens, quand ils regardent un monument, à avoir une sensibilité architecturale, oui, mais aussi une sensibilité en termes d'efforts, où ils passent les efforts, et est-ce que je peux ouvrir une porte là, est-ce que je peux ouvrir une fenêtre de l'autre côté. Et je pense qu'en France, il y a un gros... Dans la plupart de la France, il y a un gros fortune que vous n'avez pas les sismes. Chose qui nous, on a, disons, pas généraliste comme, par exemple, nous, on l'a en Italie. Alors, les sismes, c'est quelqu'un qui, s'il y a un problème dans un édifice, il le trouve. Une fois qu'il arrive le sisme, il trouve le problème. Et lui, c'est le lire. Nous, parfois, on ne sait pas le lire. Et quand on voit réaliser des bâtiments ou des interventions sur les bâtiments dans des zones pas sismiques, il y a des interventions qui se font qui sont incroyables. Ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas les sismes, mais on est en train de dénaturer les comportements structurels de certains ouvrages seulement parce qu'il n'y a pas un docteur à côté qui nous dise « Attention, si j'arrive, je te fais tomber ». Et ça, c'est pas bien. Et voilà, donc je pense qu'il y a un aspect niveau de sécurité et un aspect compréhension de comment ça se comporte l'ouvrage, dans son ensemble. Ce n'est pas parce qu'il reste en place que je suis autorisé de faire des interventions qui sont contre nature du bâtiment lui-même. Oui, je voudrais répondre un petit peu faire une remarque à propos de l'intervention de Benjamin. La question que je me pose, moi, c'est quand un bâtiment est appelé patrimoine, qu'est-ce qui le différencie d'un autre bâtiment? Qu'est-ce qui le différencie? Si ce n'est le jugement de valeur que l'humain peut porter. Alors, je ne vois pas la relation entre la spécificité d'outils pour le patrimoine de la spécificité d'outils pour le non-patrimoine. Alors ça, c'est une première question qui pourrait être élucidée en termes de questions spécifiques. Alors sur la deuxième question
à la recherche. Alors, ayant vécu des années pour essayer de convaincre mes confrères de s'intéresser à ces nouveaux outils balbutiants à une époque, je pense que la question qu'on doit poser aujourd'hui, ce n'est pas aux chercheurs qu'il faut les poser, parce qu'ils travaillent, ils essaient de dégager des problèmes. Il faut les poser au milieu professionnel qui devrait poser des questions. Alors peut-être que la vraie recherche, et dans l'enseignement, ce qu'on pourrait dire à nos étudiants, c'est leur apprendre à poser des questions par rapport à l'évolution de leur métier. Je crois que le problème est bien dans les questions. Et tu as cité Philippe Boudon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Alors ça, voilà. Alors je crois qu'en matière de recherche, il y a un effort à faire considérable parce que je trouve, moi, lamentable qu'on compte sur les doigts de la main, et encore pas tout à fait, hein. Si, peut-être sur les doigts de la main, les labos qui s'intéressent à ces problèmes. Je parle en architecture. Et je vois, ayant un regard précis sur les thèses qui se développent dans les écoles, je vois qu'il y a une très petite minorité de thèses qui traitent de ce problème, et ces thèses sont regardées avec un drôle d'œil par nos collègues. Hein, il faut leur expliquer de quoi on parle, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle, en plus de ça. Alors je crois que le principal effort de recherche, c'est l'effort de communication et puis de développement au niveau de l'enseignement de ces nouvelles questions qui se posent. Hein. Et faire un BIM, c'est bien ranger ses plans d'abord. Hein. C'est d'abord faire des plans et puis bien les ranger. Hein. Alors je crois qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, si c'est l'utilisation de nouveaux outils qui peuvent nous aider. Voilà. Et si on les subit, c'est parce qu'on n'a pas su ranger nos plans, tout simplement. Alors d'autres nous disent comment il faut ranger nos plans. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la question... Pardon. Non. Tout à fait d'accord avec le fait que la question doit être posée à la salle et pas aux chercheurs. D'abord parce qu'effectivement, ça va nous éviter de parler. Mais au-delà de cette boutade, il y avait une remarque tout à l'heure donc de monsieur qui disait, en même temps je la comprends très bien, copier la réalité à l'identique, ça n'apporte aucune connaissance. Alors, moi, je suis du côté obscur de la force, des gens qui, de toute façon, chercheront à développer des outils qui vont copier bêtement la réalité de manière la plus en plus précise et automatique. Mais la question, c'est pas est-ce que ces outils vont vous remplacer, mais c'est qu'est-ce que vous allez en faire pour faire de manière, en apportant de la connaissance, de manière un peu plus automatique et en supprimant uniquement la partie, je dirais, entre guillemets, routinière de votre travail. Et ça, c'est pas nous qui pouvons apporter la réponse, c'est clairement vous. J'ai rebondi sur les deux dernières remarques. Je suis tout à fait d'accord. Une question précise, une réponse précise. Chacun de nous a une question précise et une réponse précise. Probablement, cette réponse n'est pas exactement ce qu'une autre communauté attend. Parce que on ne travaille pas pour une autre communauté. On travaille chacun, en tant que chercheur, pour les défis scientifiques que l'on s'est fixés. Et pour revenir justement à l'histoire du progrès de la technologie, inventer des systèmes qui permettent de regarder plus loin font partie du progrès des sciences. Et inventer des systèmes qui permettent d'observer des choses que l'on n'a pas pu observer jusqu'à présent fait partie des défis de la science. Je suis parfaitement convaincu du besoin, finalement, en termes d'appropriation et sur le plan cognitif, de la nécessité de sélectionner, de filtrer la réalité, mais il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un changement d'échelle. Une quantité majeure de données que nous devons observer, nous devons redévelopper des systèmes qui permettent de regarder dans cette nouvelle dimension. Alors, il est certes que, en tant qu'architecte, je pourrais dire que je n'ai pas besoin de toutes ces informations. C'est une posture qui a une validité, à mon avis, parce que de toute manière, finalement, l'essentiel
des ingrédients dont j'ai besoin pour ma réflexion sont déjà sur la table, consolidés au sein de mon mode opératoire, qui se relie d'ailleurs à une tradition, parfois. Mais néanmoins, il est essentiel, il est à mon avis clair qu'aujourd'hui, la manière dont la recherche scientifique est en train de se configurer et d'avancer de façon collégiale s'appuie sur des profils disciplinaires différents, essaie de partager des objets de recherche communs, chacun avec son point de vue, chacun avec ses intérêts, et c'est dans ces efforts collectifs, qui sont certes difficiles, même sur les plans humains des fois, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, que nous pouvons avancer aujourd'hui dans la mesure où on ne pourra plus imaginer, ça c'est mon point de vue, que dans chaque discipline, chacun puisse retrouver tous les outils, tout l'appareillage technique et conceptuel lui permettant d'avancer. Et quelque part, les expériences que l'on a racontées aujourd'hui représentent un petit peu l'état des lieux de ces genres de démarches, où on se rend compte de plus en plus que les scientifiques doivent, même sur le plan disciplinaire, se positionner, et les positionnements hybrides, donc qui sont à cheval entre plusieurs champs disciplinaires, génèrent des difficultés sur le plan aussi des carrières, de l'évolution. Donc, moi, je suis convaincu que l'on doit remettre en cause, même quelque part, nos postures initiales, si l'on veut accompagner la technologie à s'infiltrer finalement dans nos domaines. Je voudrais rebondir sur la question sur les outils. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on n'a pas trop évoqué toute la journée, c'est la notion de maître d'ouvrage. Et là, il y a quand même des questions qui vont se poser, notamment dans le cadre de la loi à création et patrimoine, où là je parle des collectivités locales qui vont être extrêmement impliquées dans le suivi du patrimoine. Et je garde la notion patrimoniale. Or là, je pense qu'il y a effectivement, c'était la question de Stéphanie sur les outils, s'il y a des outils indispensables, c'est des outils de suivi qui sont absolument capitales quand vous avez maintenant des grandes villes comme Lyon, Marseille, etc., qui ont du patrimoine à gérer. Au-delà des opérations ponctuelles de restauration et éventuellement de chantier d'agrandissement, il y a tout un travail de suivi absolument indispensable. Et là, les outils peuvent servir à soutenir cet élément-là. Et là, on est tout à fait dans le fil de ce qui se passe depuis une vingtaine d'années dans le champ patrimonial en général, où les opérations d'intervention, je ne suis pas interventionniste, mais d'intervention, ont été réduites par rapport à des opérations de suivi et d'entretien. Or, à mon avis, s'il y a des outils à développer, et des outils à développer de manière ergonomique, pour donc des non-spécialistes, parce qu'on a beaucoup parlé des scientifiques et de ceux qui produisent, je pense qu'il faudra beaucoup parler des gens qui utilisent ces outils, et donc là, il y aura aussi l'enjeu, c'est comment tous ces outils, qui sont relativement complexes, pourront effectivement être utilisés par des services en termes de gestion du patrimoine en général. Et ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu capital dans les années à venir. Le BIM, il me fait penser, dans les années 90, à l'attitude vers le développement des systèmes experts. Ce n'est pas nécessairement l'outil nécessairement en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir différentes plateformes qui peuvent émerger, mais c'est l'attitude qu'on doit avoir par rapport à ça. On ne peut pas échapper à la question de ranger ses plans, on ne peut pas échapper à la question qui était évoquée dans la première intervention ce matin du BIM 4D, 3D, 4D, 5D, 6D. Et la question donc de la maintenance, par exemple, du patrimoine, elle fait intervenir un tas de notions d'accumulation de connaissances. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'aspect peut-être réglementaire qui va arriver. Je pense que c'est inéluctable de coordonner toutes ces différentes interventions, et aussi bien dans le patrimoine, on doit se souvenir de la maintenance future du patrimoine et donc de l'accumulation de tout un tas d'informations. Parce qu'il n'y a pas que l'architecte qui intervient dans la gestion du patrimoine. Ça, c'était un commentaire. Mais j'avais une question plus précise à M. Gouchy.
qui était par rapport à une de ces diapositives et par rapport à la question aussi des travaux de recherche sur les réglementations, sur l'aspect européen et international de nos activités dans le patrimoine. Est-ce qu'il y a des groupes de travail, est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés sur l'évolution, des eurocodes en rapport avec la gestion du patrimoine, et 2, vous avez évoqué une ISO quelque chose, il me semble, et un autre point, c'était une diapositive. D'ailleurs, à ce sujet-là, comme j'ai essayé de mémoriser ces informations, ce serait bien si jamais on pouvait avoir une trace, une copie peut-être pas de tous les détails des interventions, mais une partie d'entre eux. Voilà, merci. Oui, alors il y a un groupe de travail de l'ICOMOS et qui a produit un premier document, qui c'est ce document ISO 14338, il me semble, à vérifier. Sur l'Eurocode, alors il y a ça. Qu'est-ce que je peux dire sur la base de mon expérience en Italie? On a un code national qui traite tout en partie sur les bâtiments existants. Et déjà, ce n'est pas encore monumental, on parle de bâtiments existants. Il donne des règles, des manières d'intervenir qui sont, disons, différentes par rapport à l'approche sur un bâtiment neuf. Et après, il y a encore des lignes guides d'intervention sur les bâtiments historiques qui expliquent encore mieux de quelle manière pouvoir intervenir et quels sont les objectifs des interventions. Donc, par exemple, on va définir des niveaux d'amélioration sismique ou des niveaux de ne pas faire pire de ce qu'il y a déjà à l'état actuel, surtout. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des vérifications ante et post-operam des interventions faites. Et il y a surtout une chose intéressante que je trouve qui était introduit, qui est un facteur de connaissance. C'est-à-dire, on va encore amplifier les coefficients de sécurité sur les matériaux pour un coefficient de connaissance qui dépend de la qualité des relevés géométriques, de la qualité des relevés des matériaux, des relevés faits à la main, et qui donc nous permet un peu de recaler les niveaux de fiabilité. C'est-à-dire, on augmente les coefficients de sécurité sur les matériaux, donc on augmente notre ignorance. On dit qu'on connaît moins, donc on augmente les coefficients de sécurité. Pour ça que je sache, c'est un peu ça sur les panoramas, sur les normatifs, les codes qu'on peut utiliser pour les bâtiments existants. Les eurocodes, ils ne parlent pas de ça, pas du tout. Il y a une partie sur l'eurocode 0 qu'il faut tenir en compte quand on passe d'un vie utile de 50 ans, qui est la vie utile des bâtiments classiques. Si on arrive à des bâtiments monumentaux, il faut passer à 100 ans, par exemple. Et ça pose pas mal de questions en termes des calculs du vent, de la neige, du sisme. Alors, selon mon expérience, les sismes, elle était traitée, et on sait comment les traiter quand il y a un passage de cette vie nominelle, c'est-à-dire on imagine que les bâtiments doivent tenir 100 ans à la place de 50 ans. Il est bien reporté comment adapter les spectres des sismes. Par les vents, par exemple, dans l'Eurocode, ils donnent des traces pour la neige, mais c'est difficile de les appliquer. Donc on se trouve dans la difficulté que quand on va intervenir sur des bâtiments historiques, les hypothèses de base même de l'Eurocode ne sont pas valides, parce que l'Eurocode il est fait pour 50 ans. Mais nous, on travaille sur des bâtiments qui ont 100 ans, 200 ans. Et donc, tous les coefficients seront tous encore à remettre en cause et à retrouver des valeurs. Coefficients et charges appliquées. Parce que si un bâtiment il a 1000 ans de vie, ça signifie que sur ces bâtiments-là, il y a beaucoup plus de probabilités qu'il arrive à une action accidentale qui a une amplitude plus grande de celle qui était prise comme référence dans le code lui-même. Et donc, nous, pour comment on peut faire, on se base beaucoup sur la partie expérience déjà acquise et des raisonnements de bon sens. C'est le bon faire, c'est-à-dire on ne va pas proposer des interventions absurdes lorsqu'il peut être un monitorage des interventions plus petites peut donner quand même une amélioration de l'état. Désolé, Benjamin Mouton, je recommence. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais faire une observation sur la prudence que l'on doit avoir vis-à-vis des structures existantes et des bâtiments existants. Quand on construit un bâtiment neuf, on arrive en principe à peu près à le calculer.
Mais l'expérience prouve, et ça on a dans le domaine des monuments historiques, depuis que le service des monuments historiques existe, c'est-à-dire ça va faire bientôt 150, 160 ans, voire plus, on découvre qu'au bout de tout ce retour d'expérience, on est toujours assez apprentis sur la façon dont on comprend ces structures. Et on observe surtout une chose, c'est que lorsqu'on croit les avoir comprises, à ce moment-là, on a tendance à intervenir d'une façon quelquefois un peu lourde, qui est le résultat d'une interprétation. Les travaux qui sont faits au titre de cette interprétation ont tendance à répondre à une question donnée, mais on se rend compte parfois que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Et qu'on a d'autres approches et d'autres façons de comprendre les édifices qui amènent à considérer qu'en définitive, on est peut-être allé un peu vite. Et ce qui m'inquiète avec toute la stratégie ou la méthode des eurocodes, comme ces espèces de paramètres qui sont appliqués sur un patrimoine qu'on ne connaît pas, c'est de précipiter justement des réflexions et des conclusions qui vont amener à intervenir sur les édifices, alors qu'à la limite, il serait peut-être plus prudent d'attendre un peu, de savoir comment se comportent les édifices, d'essayer de mieux les comprendre, pour n'intervenir qu'à la fin, vraiment si c'est nécessaire, et encore au goutte à goutte. Au fond, je pense qu'on est toujours dans cette situation, où en définitive, on se trouve devant des complexes structurels et architecturaux, dont on a beaucoup de mal à comprendre la géométrie, la pathologie, les physiologies et les comportements, qu'on essaye de cerner avec des outils qui sont de plus en plus sophistiqués, avec des normes qui sont de plus en plus sécuritaires, en étant un peu obsédé par le phénomène du risque zéro vers lequel on aimerait tendre, qui n'existe évidemment pas, et qui risque de crisper un petit peu nos approches. Et je reviens à nouveau sur la notion essentielle du temps comme outil de travail pour apprécier en quelque sorte les réactions d'un édifice par rapport à tel ou tel phénomène, telle ou telle intervention. Je crois que le temps est absolument essentiel dans l'histoire. C'est vraiment un outil de travail et il faut sans cesse le remettre en question avant d'arriver à des conclusions qui doivent de toute façon nous amener à des interventions qui soient réversibles, de sorte qu'on soit sûr que si on se trompe, on puisse ensuite retirer les choses qu'on a faites. Et puis, sur le risque zéro, je voulais juste faire une observation. Il m'est arrivé de faire une étude sur un édifice qui se trouve dans les Alpes. C'est un édifice du début du XXe siècle en béton armé, qui est un édifice absolument exceptionnel. Et dans l'analyse, il y avait toutes sortes de choses à étudier, comme la pathologie des bétons, etc., etc. Et dans les analyses, il y a un facteur nouveau qui est intervenu, qui était le facteur résistance parasismique. Alors, il y a eu des études qui ont été faites, extrêmement intéressantes, et qui ont conclu que l'édifice ne résisterait pas de façon absolue au séisme. Alors, on annonce ça au maire, qui évidemment, au titre de la sécurité publique, se dit il faut absolument vis-à-vis de mes administrés que j'assure la sécurité zéro. Donc, gros problème, sauf que parallèlement, on fait la même observation sur le reste de la ville, qu'on se rend compte que sur la totalité de la ville, le risque zéro n'existe pas, que vraisemblablement l'édifice en question est beaucoup plus sûr de façon parasismique que le reste de la ville, et qu'à ce moment-là, ça relativise complètement le raisonnement. Donc je pense qu'aussi, il faut prendre un peu de distance, prendre un peu de recul, revoir les choses dans un contexte général et bien beaucoup relativiser les choses dans notre raisonnement. Voilà ce que je voulais dire. Ce témoignage me paraît assez frappant. Cette journée d'études, que je vous remercie tous d'avoir, à laquelle vous avez contribué et nous vous en remercions, s'inscrit dans le prolongement de celle que nous avions organisée en 2007, ça remonte comme vous voyez, sur le relevé en architecture, et celle de 2011 sur la maquette, toujours en architecture, et qui a donné lieu, le premier à cet ouvrage-là, qui en sont les actes, et le deuxième à celui-ci que je vous invite à acquérir rapidement. Nous poursuivons donc, et nous avons poursuivi la réflexion sur l'appréhension des objets architecturaux. Et aujourd'hui, c'est tel numérique, qui est un outil transversal et innovant, que nous avons examiné sous toutes ses facettes, ou tout au moins sous un certain nombre d'entre elles.
Alors, au regard de la journée que nous venons de passer ensemble et de ces journées d'études antérieures, on mesure combien ces enjeux sont protéiformes. Ils sont source de transformations profondes qui irriguent les pratiques professionnelles, l'expertise, mais aussi le grand public. On en a peu parlé, mais on le sait bien. Et elles interviennent dans pratiquement toutes les recherches actuelles et à venir. Je voudrais aussi me référer à un travail que nous avons mené dans le cadre d'un atelier de réflexion prospective de l'ANR en 2013-2014 qui s'intitulait « Les nouveaux défis pour le patrimoine culturel », auquel donc l'école de Chaillot, Cité de l'architecture et du patrimoine, vous savez que l'école est le département formation de la Cité. Nous avons donc participé à cet atelier de réflexion prospective. Il était piloté par le laboratoire EREST de Paris 1 et sa directrice Maria Gravari-Barbas. Et M. Dalbera, qui est dans la salle, s'en souvient puisqu'il y participait aussi. Et y participait pour les aspects nouvelles technologies, Cap Digital et le laboratoire de l'IRI. Et ce consortium avait intitulé sa réponse « Pater Mondi ». Et plusieurs des hypothèses qui figurent dans le rapport final de cet atelier de réflexion ont été évoquées aujourd'hui et dont certaines ont été confirmées. Par exemple, on n'en a pas trop parlé, mais contrairement à ce qu'on a souvent coutume de croire, les technologies numériques ne suppriment pas des métiers, elles en créent plutôt, avec de nouveaux usages qui sont en train d'être inventés. Ce sont les usages même du patrimoine qui sont adaptatifs. Ils ne nécessitent pas toujours de nouvelles compétences, c'est-à-dire qui n'existent pas encore, mais plutôt une superposition de couches de compétences qui existent déjà. Et l'exemple, c'est celui des métiers de la restauration et de la conservation, les métiers de l'interface avec le public, la médiation, transmission et dans le cas du tourisme, par exemple, et puis les métiers d'archivage, de support papier et numérique, de bases de données dont nous avons beaucoup parlé. L'apparition de nouvelles dynamiques du numérique se manifeste par l'inflation d'images, vous l'avez beaucoup dit. Les méthodes pour y faire face, nous l'avons vu, sont en train de s'inventer. Ce sont des analyseurs, des classificateurs, des labelliseurs. Il y a là une source de réflexion et de création d'emplois, de compétences et de nouveaux services. On assiste à la définition de nouveaux modes de transmission, plus larges, plus interactifs, dans lesquels les outils technologiques créent des savoirs pouvant être qualifiés, codifiés par les acteurs qui créent et transmettent ces savoirs. Concernant la collecte, la production et la diffusion des données, les acteurs culturels et les architectes en particulier sont peu armés en matière de compétences associées à la gestion, à l'exploitation et à la valorisation des bases de données. Déjà qu'ils ne rangent pas leur plan, vous imaginez. On constate une adhésion inégale des acteurs au processus de collecte de données, soit par manque de temps disponible pour renseigner des indicateurs ou pour fournir et diffuser les données collectées. De plus, l'activité de collecte de données n'est pas toujours très valorisée quand elle n'est pas rejetée au sein du milieu. Par ailleurs, on fait face à de fortes inégalités et disparités entre les sources de données dont certaines sont inexistantes ou bien mal ou insuffisamment mises à jour. L'harmonisation s'avère difficile entre les différentes sources et méthodes de production des données. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. De façon inattendue, les outils numériques pourraient expliquer certaines ruptures que vous avez évoquées, qui sont observées parce que les données ne sont pas traitées ou que la réflexion sur leur conservation est absente ou insuffisante. Ceci fait d'ailleurs écho au déclin de la disparition des référents traditionnellement attachés à la collecte des données culturelles dans les institutions où on voit disparaître certains métiers et qui ne sont pas forcément remplacés au départ des personnels. La question déjà ancienne des données non raccordables interroge aussi la nécessité de créer un langage et des procédures communs, vous l'avez dit aussi, allant de bonnes pratiques au principe des nomenclatures.
Alors, cela nous conduit à mettre l'accent sur la dimension de partage, qui a été évoquée à plusieurs reprises aussi. Pour s'adapter à l'ère du numérique, les règles du droit d'auteur et la façon de les appliquer sont en constante évolution, que ce soit à l'échelle nationale ou au niveau européen, voire mondial. Plusieurs d'entre vous ont évoqué la question de l'accès libre et de l'open source. On débat aujourd'hui d'élargir l'accès au contenu et à la réutilisation des données. Cela passerait par des exceptions au droit d'auteur, par la reconnaissance que les connaissances et les faits sont des biens communs et par la mise sous licence libre des publications. On n'en a pas parlé, mais ça rejoint, je crois, certaines des préoccupations qui ont été soulevées aujourd'hui. Le mouvement dit du libre accès est une réponse au changement que vit la communication scientifique depuis le début des années 90, avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'Internet, et l'augmentation des tarifs des revues scientifiques. Ainsi ont vu le jour de nombreuses déclarations et prises de position en faveur de la libre circulation des publications, venant d'individus, mais aussi d'organismes nationaux et internationaux. Elles sont pour la plupart en faveur de l'auto-archivage et de revues alternatives en libre accès qui accompagnent vos travaux. Ces nouveaux modes de diffusion des résultats ouvrent la voie à de nouvelles pratiques de recherche qui sont, me semble-t-il, particulièrement utiles en matière de savoirs patrimoniaux. Et je conclurai là-dessus et en reprenant ce qui est devenu un leitmotiv à la fin de nos questions à tous, c'est que l'important étant de poser les bonnes questions. Je vous remercie. Alors, merci à tous. Merci au MAP et à Livio De Luca et à toute son équipe. Merci à Catherine Grindorge, à l'école de Chaillot et à nos autres collègues qui ont permis l'organisation de cette journée d'études qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le développement de l'activité de recherche de l'école de Chaillot au sein de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous vous invitons à continuer à nous rejoindre lors de journées de cette nature futures.